Maîtresse, Oui, pas qu'est-ce que c'est un virus? un virus. Ben, c'est un virus. Je finis d'être effacé, hein, Emma? Attends. Maîtresse, Oui. mais il y en a plusieurs des virus. Ah ben, il y en a. 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 Maîtresse, Oui. comment il se déplace le virus? Il se déplace. Il fait comme ça. Maîtresse, Quoi? comment on fait quand il y a un virus? Comment on fait quand il y a un virus? Mais oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, voilà. J'aurais vraiment besoin d'aide. Aujourd'hui, j'ai été confrontée à un problème avec mes élèves. Ils ont décidé de s'intéresser au virus. Problème, je n'y entends absolument rien. Ils me posent 50 000 questions, je suis incapable de répondre. Donc là, vraiment, j'ai besoin d'aide. Vous avez une solution à me proposer? Pas de panique, ne vous en faites pas, on est là pour vous. C'est vrai que la virologie est un sujet très intéressant sur lequel beaucoup de monde se pose énormément de questions. Les virus ont toujours été présents, et même à des périodes où on ne connaissait même pas leur existence. Non seulement ils ont toujours été là, mais en plus ils ont touché le monde entier. L'Asie, l'Afrique, les Amériques, l'Europe et même l'Australie ont été touchés. Les virus ont beau être omniprésents, tout le monde ne sait pas forcément comment ils agissent, de quoi sont-ils composés, d'où viennent-ils et pourquoi sont-ils si menaçants. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez répondre à toutes ces questions, et pour ça, suivez-moi. Toutes ces informations, moi ça me rend malade. Nous allons maintenant voir qu'est-ce qu'un virus. Un virus est un agent infectieux qui a besoin d'une cellule pour se reproduire. Cette cellule va être appelée la cellule hôte. La cellule hôte est une cellule vivante où le virus va pouvoir se reproduire. Difficilement identifiable de par sa taille, le virus n'a été mis en évidence qu'à partir de la fin du 19e siècle. Le virus est dit pathogène lorsqu'il va transmettre des maladies. Ces maladies peuvent être inoffensives pour l'homme ou peuvent être très graves comme Ebola ou la dengue. Nous allons voir à travers des schémas de quoi est composé le virus. Vous nous suivez? Allez, c'est parti. Nous avons deux types de virus. Nous avons tout d'abord les virus nus. Le virus nu est composé d'une coque protéique appelée capside. La capside est une structure qui va entourer le génome et l'acide nucléique. Elle va être constituée de très nombreuses unités protéiques qui se regroupent pour former des ensembles structurels identiques appelés capsomères. La nucléocapside est l'ensemble formé de la capside du virus plus du génome viral. Ce génome peut être de différentes formes et peut être soit ADN, soit ARN. Pour les virus à ADN, il y a des formes monocaténaires, linéaires ou circulaires. Il y a aussi les virus à ADN bicaténaires. Il peut être linéaire, linéaire avec cassure ou linéaire avec terminaison pontée. Pour les génomes à ARN, nous avons aussi des monocaténaires avec soit des formes linéaires, soit des formes segmentées. Pour les virus à ARN bicaténaires, nous avons une forme linéaire segmentée. Ce génome va coder pour l'information génétique du virus. Maintenant, nous allons voir le virus enveloppé. Les virus enveloppés possèdent une enveloppe virale. C'est une structure externe qui va exister chez certains virus. L'enveloppe virale va contenir une capside, donc comme je vous l'ai dit précédemment pour les virus nus. Sur cette enveloppe, nous allons retrouver des spicules. Les spicules sont des glycoprotéines qui vont pointer à la surface des virus et qui vont leur permettre de rentrer dans la cellule infectée. On peut les nommer de clés d'entrée dans la cellule hôte. Maintenant que nous avons vu de quoi est composé les virus,
Nous allons nous demander comment est-ce qu'on peut prévenir ces virus. Il existe différentes mesures de protection, telles que appliquer une mesure d'hygiène stricte et des gestes barrières, comme la situation actuelle avec la Covid-19. Une fois le virus étudié, les médecins et les chercheurs peuvent créer un vaccin. Le vaccin va permettre de se protéger contre le virus. Mais alors, le vaccin, comment est-ce qu'il a été créé? Le premier vaccin a été créé grâce à l'épidémie de variole. C'est pour cela que nous allons nous pencher sur ce virus précis, pour savoir comment nous sommes arrivés à inventer la vaccination. Commençons tout d'abord avec l'histoire de ce virus. C'est parti! La variole est donc une très ancienne maladie sur laquelle on a retrouvé des traces déjà au Moyen-Âge et même à l'Antiquité. La plus ancienne trace connue à ce jour a été retrouvée sur une momie égyptienne datant d'il y a plus de 3000 ans. Alors voici une photo, mais attention, âme sensible, s'abstenir, car on parle quand même d'un cadavre momifié. D'autres traces ont été trouvées concernant la variole durant l'Antiquité, mais toutes ces sources ne sont pas très solides. On peut citer notamment une phrase du Coran qui pourrait faire allusion à une épidémie de variole à la Mecque. Ça, c'était durant l'année 572. La phrase était donc « Dieu envoya des volées d'oiseaux qui firent pleuvoir des pierres sur les assaillants ». Vous voyez donc que l'argument n'est pas très fondé, on ne sait pas vraiment s'il parle de la variole ou de complètement autre chose. Pour ce qui concerne le Moyen-Âge, on sait que le médecin persan Racès, en 910, a découvert cliniquement la variole ainsi que la rougeole en même temps. On sait aussi que durant les années 1000, la variole va se propager sur le littoral méditerranéen et sur une partie de l'Eurasie par deux manières différentes, le commerce et la guerre. Sinon, d'autres parties vont être touchées par le retour des croisades, et ça va être un peu plus violent. Plus violent pourquoi? Parce que durant les croisades, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays et qui peuvent ramener des maladies, et ils sont énormément, donc forcément c'est plus violent. Une autre information nous est donnée, c'est qu'au XVe siècle, la variole va prendre le statut de maladie d'enfant en Espagne, en France et en Italie. Et ce sous une forme intermédiaire entre la variole mineure et la variole majeure. Alors qu'est-ce que la variole mineure et majeure? La variole mineure est une variole qui va causer peu de taux de mortalité, contrairement à la variole majeure qui va être beaucoup plus violente. On sait aussi, ça a toujours été le cas, que quand la variole se propage dans un endroit isolé, ça peut faire des dégâts en masse. On a l'exemple en 1241 de l'Islande qui a été touchée par la variole et qui a décimé plus d'un tiers de la population. On sait donc que la variole a été présente depuis très longtemps, mais où? C'est très simple, toute la planète a eu droit à une visite du virus. Commençons tout d'abord par l'Europe. On sait qu'au XVIIe siècle, une méthode d'enregistrement statistique en cas de variole a été mise en place par les pays européens. On a pu, grâce à cela, relever quelques informations au XVIIIe siècle. On sait donc que 95% de la population française a été touchée, que la plupart des victimes sont des enfants, que 95% des victimes en Angleterre ont moins de 5 ans, que la maladie provoque en moyenne un décès sur 10. En Suède, 10% des enfants périssent chaque année. Et on sait aussi qu'un enfant sur 7 meurt de la variole en Russie. Si on remonte un peu plus tôt dans le temps, au XVIe siècle, la variole était déjà présente en Espagne. Et elle a touché l'Amérique par les conquistadors. Et durant ce voyage, un nouveau variant va être créé, parfois extrêmement mortel, qui va créer une pandémie mondiale. Exactement de la même manière, la variole était déjà présente en Europe et au Proche-Orient. Et elle va se propager jusqu'en Amérique du Nord à cause des colonies britanniques et françaises. La variole n'a pu prospérer car la population n'était pas assez forte. Il y a eu par contre plusieurs périodes d'épidémie de variole, mais elles étaient séparées de dizaines d'années. Il y en a eu à Boston, à New York ou encore à Jamestown. D'ailleurs, Boston a été la première ville mettant en place la quarantaine. Bon, c'était pour une épidémie de fièvre jaune, mais cette technique a été répandue pour les épidémies de variole. Le Mexique a perdu plus de 17 millions d'habitants, et ça c'était même avant l'arrivée des conquistadors en 1600 qui ont répandu la variole encore plus en Amérique. Malgré ce ravage au Mexique, ce n'était pas la zone la plus touchée parce que la plaque tournante commerciale de l'Amérique se situait aux Antilles. À cette période et donc dans cette zone-là, les navires espagnols acheminaient les esclaves noirs d'Afrique en Amérique, ce qui favorisa la propagation. Voyons maintenant la variole en Afrique. En Afrique, dans les années 1500, l'Afrique de l'Est a été colonisée par les Arabes, ce qui a propagé la variole dans cette région. Puis un peu plus tard, les tribus africaines attaquent les villes voisines, ce qui va propager le virus jusqu'au Portugal. On peut noter qu'au Portugal, la propagation du virus n'a tué que les jeunes enfants, contrairement en Afrique, où les personnes de tout âge décédaient. En Asie, c'est au XVIIe siècle qu'on a les descriptions les plus complètes, avec l'installation des Britanniques au Bengale. En Chine, par contre, la variole est tellement endémique que les populations voisines évitent le plus possible les contacts avec les Chinois. Et pour l'anecdote, certains Dalai Lama et Panchen Lama refusent les invitations par les empereurs de Chine. Mais un jour, un Panchen Lama, dans les années 1780, a accepté
une invitation et est décédé 2 semaines plus tard de variole. Vous aurez donc remarqué que le facteur le plus important de propagation du virus était donc le mélange de civilisations, que ce soit des guerres, des conquêtes ou encore le commerce. Maintenant que nous avons vu l'histoire avec un virus qui se transmet de génération en génération, nous allons voir comment est-ce qu'il se reproduit. Vous nous suivez? Allez, c'est parti! Malgré le fait qu'il ne soit pas vivant, un virus va devoir se reproduire un maximum de fois pour pouvoir se développer. Pour ça, il va devoir infecter une cellule hôte, comme vous pouvez le voir ici avec son noyau et l'ADN polymérase ADN dépendant. J'ai représenté ici un poxvirus auquel appartient la variole. Il a la particularité d'avoir une capside d'une forme extrêmement complexe, contre d'autres virus qui pourraient avoir une forme icosahédrale ou hélicoïdale. À l'intérieur de cette capside, il a donc son génome qu'il va devoir reproduire un maximum de fois. Ces glycoprotéines, qui correspondent aux spicules, vont venir s'associer au récepteur de la cellule correspondant et vont lui permettre de pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc c'est une pénétration qui se fait par endocytose, c'est-à-dire que le virus va venir plier la membrane plasmique de la cellule jusqu'à ce que les deux extrémités se rejoignent et permettre au virus de se rester à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, il va devoir se débarrasser de sa membrane, ce qu'on appelle la lyse cellulaire. Pour cela, ce sont les enzymes lipases présentes dans la cellule hôte qui vont venir dégrader tous les lipides de la membrane et laisser la capside totalement libre pour la cellule. Une fois arrivé là, sa capside est donc à disposition totale de la cellule et il va y avoir le phénomène qu'on appelle une décapsidation, donc dans laquelle la capside va être dégradée par les enzymes présentes dans la cellule hôte. Le génome va donc être totalement disponible pour l'ADN polymérase qui va pouvoir faire son travail et reproduire plusieurs fois cet ADN ainsi que toutes les protéines qui vont venir se mettre autour de l'ADN. On a donc 2 virus qui vont ensuite pouvoir sortir de la cellule hôte et aller infecter de nouvelles cellules. Ces 2 nouveaux virus vont donc sortir de la cellule par ce qu'on appelle une exocytose, c'est l'inverse de l'endocytose de tout à l'heure. Ils vont venir étirer la membrane jusqu'à ce que les 2 extrémités se rejoignent et vont être libres pour aller infecter de nouvelles cellules. Pour la variole, tout ce phénomène d'infection et de réplication est assez rapide, c'est-à-dire qu'il va prendre 12 heures. Le nombre de cellules infectées va alors grandir de plus en plus vite, étant donné que 2 virus vont en donner 4, qui vont eux-mêmes ensuite en donner 8. On estime que les symptômes arrivent entre 7 et 17 jours, soit après 17 jours, il y aurait plus de 17 milliards de cellules infectées et l'individu serait totalement contaminé. Bon alors, pour la variole, on estime que les symptômes ils apparaissaient entre 7 et 17 jours. Il pouvait alors arriver plusieurs choses, de la fièvre, des malaises, de la fatigue, des douleurs au dos ou à l'abdomen, voire même des vomissements. C'est un peu après qu'apparaissaient les symptômes visibles, sous forme d'une éruption cutanée, autrement dit des pustules sur tout le corps. Bon, évidemment, ces symptômes, ils étaient différents pour chaque personne, mais ce qui était surtout différent, c'était l'intensité des symptômes. Tout le monde ne mourait pas de la variole. Après, voilà, ils étaient effrayants et ils faisaient paniquer les gens parce qu'ils arrivaient très vite. Après le premier pustule, souvent sur le visage ou sur les mains, en moins de 72 heures, tout le corps était infecté et vous vous retrouviez avec des boutons absolument partout. Vous n'aviez même pas le temps de vous rendre compte que vous étiez malade, que c'était déjà terminé. Enfin, quoi qu'il en soit, tous ces symptômes et ces pustules, ils ont joué un rôle important dans ce qui est de la peur qui était véhiculée par la variole. S'il n'y avait pas eu tous ces boutons, les gens en auraient eu beaucoup moins peur, hein, c'est sûr. Bon, alors, le problème, c'est qu'à une époque, les gens attrapaient la variole et ils pensaient avoir attrapé la varicelle. Il faut dire que les symptômes sont assez similaires, et ils s'en méfiaient pas, et le virus a pu se développer beaucoup plus vite. Bon, l'avantage d'avoir des symptômes aussi marquants, c'est que les docteurs ils trouvaient tout de suite le diagnostic, et ils pouvaient vite proposer aux patients les techniques, les traitements de l'époque. Et sans même parler de docteur, le malade lui-même, lui aussi il comprenait tout de suite ce qu'il avait, et il pouvait commencer à faire attention. On se retrouve avec notre virologue, Monsieur Minet. Bonjour et merci de donner un peu de votre temps pour répondre à cette interview. Il va vous expliquer la vaccination, les différents procédés mis en place pour essayer de trouver le vaccin pour la variole. Je laisse la parole à Monsieur Minet. La variole est un virus très compliqué et il a semé la terreur dans tout le globe entier durant des dizaines et des dizaines d'années. Et durant une grande partie de ces années, on a essayé sans succès de trouver une méthode pour s'en sortir. Et pendant une partie de ces années, on a essayé sans succès de soigner la variole. Dans tous les coins de la planète, on entendait parler de la variole et on a essayé des techniques plus ou moins ancestrales. Au début, on a essayé de prendre des herbes. Dans les cas les plus brutals, on essayait d'amputer le membre infecté ou encore brûler la zone infectée par la variole, donc la zone avec des boutons sur les corps malades. Puis un jour, on a remarqué que certains malades étaient moins malades que d'autres, c'est-à-dire qu'ils développaient des symptômes moins graves que certains patients qui en décédaient. Les savants de l'époque se sont donc dit
que certains patients développaient une version moins violente de la variole. À l'époque, les recherches n'étaient pas encore assez développées pour parler de micro-organismes ou encore de virus. Le terme virus n'est arrivé que dans les années 1800. Les savants de l'époque ont donc eu l'idée d'injecter cette version moins grave de la variole aux patients qui développaient des symptômes beaucoup plus à risque. Tout ça a été fait en espérant que ça empêche le variant grave de contaminer l'individu. Puis après quelques essais, cette tentative a été un succès. Du moins, c'était ce qui était dit à cette époque-là. Cette technique d'injecter la maladie moins grave aux patients qui avaient la maladie grave viendrait donc de Chine. Certains disent qu'elle pourrait venir d'Inde et serait arrivée jusqu'en Occident grâce à la roue de la soie. En fait, quand je dis « on disait » que c'était un succès à cette époque-là, c'était parce que on ne savait pas exactement en fait. Quand on regarde maintenant les recherches actuelles, certains disent que ça marchait très bien, d'autres disaient que ça marchait plus ou moins bien et qu'il y avait autant de taux de mortalité que si on n'avait rien injecté à ces patients-là. Donc cette technique était développée par les Chinois dans les années 1600, puis 100 ans plus tard, la famille britannique a utilisé cette technique, ce qui a fait se développer cette technique dans l'Europe entière. On a alors appelé cette technique la variolisation. Ça marchait relativement bien, mais si la technique n'avait pas évolué, on n'aurait pas réussi à éradiquer la variole. Et oui, je dis bien éradiquer, car dans ces années-là, quelqu'un nommé Jenner a inventé une nouvelle technique. Aujourd'hui encore, tous mes patients sont venus pour la même chose, cette fichue variole. J'ai bien peur qu'une bonne partie d'entre eux y laissent leur vie. Mais au milieu de toute cette horreur, il y a quand même quelque chose de surprenant. Certains patients n'avaient pas l'air vraiment malades. Ils avaient presque pas de symptômes. Le plus surprenant, c'est qu'ils avaient tous le même métier, tous des valets de ferme. C'est à croire que les valets de ferme n'attrapent pas la variole, ou qu'ils sont habitués à la maladie. Comme si... J'ai trouvé. Cette technique consistait à prendre le pus des pustules de la variole des vaches et l'injecter dans un patient malade. En fait, la variole des vaches n'est pas du tout contagieuse à l'humain. En plus de ça, Jenner avait remarqué que les agriculteurs qui travaillaient avec les vaches étaient presque immunisés contre la variole. Ils n'attrapaient pas la variole, et encore moins dans les cas très graves, ils n'en mouraient pas du tout. Suite à quoi il s'est dit que les agriculteurs travaillant avec ces vaches avaient développé dans leur corps quelque chose qui pouvait contrer le virus de la variole. Une fois cela remarqué, il a donc essayé cette expérience, il a pris du pus des pustules de la variole des vaches et l'a injecté dans un enfant de 8 ans. Actuellement, cette technique n'est pas du tout concevable, on ne peut pas injecter un virus dans un enfant de 8 ans et encore moins un humain. Il faut tout de même remercier Jenner car les semaines se poursuivant, on a remarqué que l'enfant, préalablement contaminé par la variole, n'a rien développé, aucun symptôme, pas de rougeur, pas de fièvre et pas de boutons. La variole des vaches s'appelait la vaccine car elle était différente de la variole des humains. Et ce terme vaccine a donné lieu au mot vaccination. Cette technique étant un succès, elle s'est développée dans le monde entier et des campagnes de vaccination se sont mises en place dans plusieurs pays et dans les années 1900, la vaccine a été complètement éradiquée grâce à une campagne de vaccination de l'OMS. On remercie M. Minet de nous avoir donné ces précieuses informations sur la variole. Nous allons maintenant voir comment s'est déroulée la post-vaccination et nous allons voir ça juste après. Allez, c'est parti. Tout commence en 1958, quand en fait, l'OMS va lancer un programme de vaccination à l'échelle mondiale. Ils pensaient à ce moment-là que vacciner 80% des populations concernées, ça suffirait pour éradiquer la maladie. Sauf que tous les pays du monde ne vont pas pouvoir, ou ne vont pas vouloir d'ailleurs, suivre ces mesures de vaccination. Leur tentative a donc été un échec total. 15 ans plus tard, c'est le docteur Henderson, qui était chef de service d'éradication de la variole à l'OMS à ce moment-là, va lancer un nouveau protocole. On passe alors à une technique qu'on va appeler de surveillance endiguement, c'est-à-dire qu'on va isoler les personnes infectées, au lieu de prendre toute la population, et les soigner individuellement. Donc entre la vaccination de masse plus cette nouvelle technique, la variole ne va pas tenir le coup et en 1977, on recense le dernier cas de variole en Somalie et ça marque l'éradication totale de la maladie. Donc depuis ce moment-là, plus aucun cas. On a totalement arrêté de vacciner les gens. C'est pas pour autant qu'on a arrêté de conserver les doses parce que certains pays ont peur d'une attaque terroriste à partir de variole et donc on a conservé ces souches et certains vaccins pour pouvoir lutter contre une potentielle attaque. On utilise encore aujourd'hui des souches de variole pour étudier d'autres maladies et utiliser ces souches-là comme souches mères. On a donc conservé plusieurs souches de cette maladie. Aujourd'hui, il y en a encore une aux États-Unis et une en Russie. Et on va travailler encore dessus et la recherche continue. Voilà madame, j'espère que vous aurez les réponses à toutes les questions et j'espère que vous pouvez y répondre à votre tour.
En résumé, nous avons vu que le virus de la variole est un virus assez complexe qui peut très rapidement infecter beaucoup de personnes et décimer une population entière. Cependant, il faut faire attention car les symptômes de la variole sont comparables à celles de la varicelle. Il ne faut donc pas se précipiter et se déclarer comme cas de variole alors que c'est la varicelle. Mais heureusement, grâce à Jenner et sa technique de vaccination, plus aucun cas de variole n'est possible dans le monde, donc ne vous inquiétez pas. Mais comme nous l'avons vu, il existe différents types de virus. Et ces virus ne sont pas tous exterminés. Et certains virus continuent à perturber le monde, comme l'exemple de la Covid. La variole et la Covid sont deux virus très différents. Cependant, des mesures et des gestes barrières ont pu être mis en place très rapidement pour limiter la propagation du virus. De plus, grâce aux technologies actuelles, les vaccins ont pu être élaborés très rapidement pour tenter d'éradiquer cette maladie. La lutte contre la Covid a donc été partiellement calquée sur celle de la variole et on espère avoir des résultats similaires. On vous remercie de votre compréhension et de votre écoute au cours de cet épisode. On se retrouve dans un prochain épisode. Allez, moi faut que je me dépêche parce que là faut que j'aille me faire vacciner, c'est parti.